Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. On continue la petite série autour du Cocorico Challenge après la vidéo annonce, après la vidéo pâle. Je vous retrouve pour une probablement assez longue vidéo recommandation autour de toutes les catégories du Cocorico Challenge qu'on vous a d'ores et déjà présenté avec Lucie. Petit coucou de la Pénélope du futur de cette vidéo et un arrêt sur image de qualité. Comme vous le voyez, c'est une vidéo qui a été filmée le 2 septembre et qui est publiée quelques 2 mois et demi plus tard pour cause de panne globale de lecture et de YouTube pour ma part, qui a fait que j'ai été extrêmement peu présente ces derniers temps. Je reprends tranquillement du poil de la bête et j'y reviendrai peut-être en vidéo si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais en tout cas je vais essayer d'être un petit peu plus présente à partir de maintenant, ou en tout cas d'être un petit peu plus régulière. Mais voilà, je voulais vous réintroduire cette vidéo de façon un petit peu plus logique que de vous la balancer comme ça à moins de 15 jours de la fin du Cocorico Challenge. Cela étant dit, comme je le dis, je crois à plusieurs reprises dans la vidéo, ce sont des recommandations francophones qui restent valables en dehors du Cocorico Challenge, donc je me suis dit que c'était quand même intéressant de vous la mettre en ligne malgré tout. J'espère qu'elle vous plaira et je vous laisse du coup avec la suite de cette vidéo. Pour revenir très rapidement, le Cocorico Challenge, c'est un challenge qui existe depuis 2021, qui a été créé par Camelot Magicadou, qui nous l'a transmis cette année avec Lucie de la chaîne Lucie Alu, donc on l'a repris un petit peu à notre sauce, notamment avec des menus et des catégories, et le grand principe, ça reste le même, c'est-à-dire de lire de la SFFF francophone. Ça va donc être des recommandations de SFFF francophone au sens large. Cette vidéo est valable pour le Cocorico, mais pour tout le reste de l'année, si vous voulez lire de la très chouette SFFF francophone. Je vais essayer de vous donner les mots-clés, les grandes idées de tous les titres que j'ai sélectionnés. Et il y en a un paquet. Je pense que cette vidéo va être beaucoup plus longue que ma vidéo pâle parce que j'ai en gros 3, 4, 5 recommandations parfois par sous-catégorie. Donc on en a pour un moment. J'ai essayé également de vous caler au moins un graphique par sous-catégorie parce que c'est typiquement le genre de lecture qui prend un petit peu moins de temps, un petit peu moins d'investissement, que l'on peut trouver en général assez facilement en médiathèque. Et si jamais vous avez une ou plusieurs catégories qui vous posent un petit peu problème, ça peut être un bon moyen de les compléter, je pense. On a essayé avec Lucie d'avoir des recommandations relativement complémentaires et de ne pas vous faire deux vidéos sensiblement les mêmes parce qu'on a quand même pas mal de titres qu'on a en commun en termes de recommandations francophones, mais voilà, je trouve qu'on s'est plutôt bien réparti les choses et comme ça, voilà, nos deux vidéos sont complémentaires. Vous pouvez les regarder toutes les deux sans avoir l'impression de regarder deux fois la même chose et ça vous donnera le plus de recommandations possible en la matière, ce qui est l'objectif. On ne va pas traîner, comme je le disais, parce que ça risque de prendre un moment. Installez-vous confortablement, prenez de quoi boire, de quoi grignoter et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on va commencer par le premier menu Dark Academia et la première catégorie, le premier objet, le tweed, pour lequel je le rappelle, les mots-clés étaient école, hiver, automne, sombre, nostalgie, couleur automnale. Et comme de juste, étant donné que Tristabel des Sœurs Carmine et Panama de la Guilde des Ombres sont un petit peu les saintes patronnes de ce menu, c'est les deux premières recommandations que j'ai à vous faire pour cette première catégorie, à savoir donc la Guilde des Ombres de Anatrice, où vous retrouverez le personnage de Panama, pour le côté école, pour le côté sombre, parce que c'est de la dark fantasy. Il y a pas mal de trigger warning, soyez préparés en la matière, et voilà, en termes de glauque, gore, de torture, de mutilation en tout genre et également de relations toxiques, de gaslighting, de mensonges, etc. Voilà, il y a plein de choses peu sympathiques qui se passent en tout cas dans les deux premières parties du premier tome qui sont les seules que j'ai lues pour l'instant. Je pense qu'en matière de relations toxiques ça doit s'améliorer après, je l'espère en tout cas, et c'est ce qui semblait se détacher de la fin de la deuxième partie du premier tome, mais on verra ce que ça donne. En tout cas pour l'instant c'est de la très bonne dark fantasy et ça rentre typiquement dans cette catégorie. De même, comme je le disais, que les Sœurs Carmine de Ariel Holz, n'importe quel tome de la série, j'ai envie de vous dire, parce que ça valide à la fois les couleurs automnales, le côté sombre, parce qu'on est dans un univers assez sombre globalement, qui est dans une espèce d'automne-hiver perpétuel. Et si vous en êtes au troisième tome de Laurine à l'école, ça valide également le mot-clé école. C'est absolument formidable. En tout cas, c'est une série de fantasy jeunesse que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire et que je ne peux que vous recommander. Et le dernier livre que j'ai à vous recommander pour cette catégorie, c'est, comme je le disais, un graphique, à savoir Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher aux éditions Glénat, qui m'a foutu une sacrée claque, très honnêtement. Quand je l'ai lu, il me semble que c'est le premier livre de l'auteur que j'ai découvert, et c'est pas le plus simple à lire, loin de là. C'est un livre qui est assez dur. Globalement, on va suivre un personnage
qui va se réveiller un jour avec l'impression d'avoir manqué une journée et effectivement tous ses proches lui disent qu'il n'était pas forcément là, qu'il était absolument introuvable et ça va se reproduire et ça va être de plus en plus perturbant. C'est assez glaçant, c'est un espèce de thriller plus ou moins psychologique avec une ambiance très particulière, un peu glauque et assez sombre globalement et un côté nostalgie, temps qui passe, très très difficile à décrire mais assez incroyable à lire. C'est une lecture que je ne peux que vous recommander, qui clairement ne laisse pas indifférent, mais qui est à lire dans un moment où vous êtes relativement ok et voilà, en termes de mood, c'est quand même très très particulier et la fin m'a un petit peu détruite, donc voilà, comme d'habitude, faites attention à vous, mais ça reste pour moi un excellent roman graphique et une référence en la matière. Pour la catégorie stylo plume, les mots-clés sont correspondance, échange et ou roman choral, et je pense que c'est une des catégories où j'ai mis le plus de livres. J'ai vu que c'était une des catégories qui posait pas mal de problèmes à certaines d'entre vous. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous inspirer. Le premier livre que je vous recommande pour l'occasion, c'est Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions ActuSF, mais ça pourrait très bien être également Je suis fille de rage du même auteur. Royaume de vent et de colère va plus rentrer dans ce côté roman choral, là où Je suis fille de rage va plus être sur le côté échange, écriture différente, parce qu'on va avoir plein de médias différents qui vont retracer l'histoire de la guerre de sécession, là où dans Royaume de vent et de colère on est plus sur un côté cinématographique du roman choral avec vraiment cette passation de points de vue que j'avais trouvé excellemment bien réussi, et on va être dans la guerre de religion au XVIe siècle en France, si je ne dis pas de bêtises. Donc ce sont deux réécritures historiques avec une pointe de fantastique très différente dans le fond, dans la forme, dans les époques en présence, mais qui sont absolument passionnantes et qu'encore une fois, je vous recommande extrêmement chaudement. Ensuite, pour le côté écriture et jeu autour de l'écriture, je ne peux que vous recommander Dilué, qui est un recueil de nouvelles qui va s'attacher au corps et à l'érotisme queer. En tout cas, c'est comme ça que c'était présenté. Ça peut tout à fait également rentrer dans les mots-clés LGBTQIA+, etc. Globalement, il y a plein de livres que je vais vous présenter dans certaines catégories qui peuvent totalement être transposables à d'autres. Mais voilà, je vous les présente comme ça et en fonction des mots-clés que je vous donne, ils peuvent tout à fait rentrer ailleurs. Bref, Dilué, c'est donc un recueil de nouvelles, un recueil de plein d'auteuristes différentes qui vont se saisir du sujet de l'érotisme queer, avec un fil conducteur à chaque fois qui fait que dans chacune des nouvelles, on va retrouver des éléments de la nouvelle précédente, et dans la nouvelle suivante, on va avoir d'autres choses qui vont se mêler, etc. J'ai beaucoup aimé ce procédé d'écriture, et je trouvais que ça rentrait très bien dans la question de l'échange, et finalement un peu de la correspondance de ces nouvelles, de ces univers, et la façon dont tout était lié. J'avais trouvé ça très cool, et globalement c'est un recueil qui m'a beaucoup marqué, de même que Prospérine, et la phrase sans fin de Laure Dargelos aux éditions Rivka, qui est le premier roman de l'autrice que j'ai découvert, que j'ai absolument adoré. Et là on va être typiquement dans la question de l'écriture, puisque le livre se passe dans un univers de livres, de mots, où on va jouer énormément avec les mots, avec leur sens, avec la façon dont ils s'imbriquent les uns les autres. C'est plus ou moins un roman choral, il me semble pas qu'il y avait tant de points de vue que ça, il y en avait surtout deux principaux, mais sur cette question de l'écriture en tout cas, c'est une référence à part entière pour moi, et vraiment c'est un roman que j'ai trouvé extrêmement inventif, extrêmement bien fait, tant dans le fond que dans la forme, parce que les éditions Rivka ont fait un excellent travail d'édition, de mise en page, d'illustration, etc. Et c'est vraiment un objet livre extrêmement plaisant à découvrir. Autre livre que j'ai absolument adoré, qui faisait partie de mon top de l'année 2023, c'est Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic, qu'on avait lu en lecture commune avec Lucie et Enora. D'ailleurs, la boucle du Cocorico est bouclée finalement, et pour le coup c'est un roman choral, et c'est un roman où il va y avoir pas mal d'échanges, de correspondances, il y a quelques lettres, il y a plein de jeux sur l'écriture, sur le style, sur certaines formes de narration qui vont changer tout au long du récit, et qui va globalement peindre une espèce de fresque familiale assez particulière, mais absolument incroyable à découvrir et très intéressante. Et ça va parler voilà de traumatismes familiaux, de certaines choses pas forcément faciles, notamment de maltraitance, mais hyper importante, hyper intéressante, encore une fois, portée par une plume absolument géniale. Donc voilà, encore une fois, je vous le recommande à 3000%. Et le dernier livre que je vous recommande pour cette catégorie, encore une fois, c'est un graphique, et c'est
la série de manière générale, Anna et l'Entremonde, de Si au dessin et Marc Dubuisson au scénario, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, si vous voulez jouer un petit peu avec cet objet et cette catégorie, toute la série est donc illustrée par Si et mise en couleur à l'encre. Elle fait un travail à l'encre que je trouve absolument magnifique. Je la suis sur Instagram et parfois voilà, elle montre un petit peu son travail sur certaines planches, etc. Et c'est absolument formidable. Et voilà, stylo, plume, encre, globalement on est dans la même idée. C'est un petit peu du filoutage, mais c'est aussi pour vous montrer qu'il faut pas hésiter à twister certaines catégories. Et globalement, Anna et l'Entremonde, ça va raconter l'histoire d'Anna qui part initialement en expédition avec Christophe Colomb et qui va se retrouver dans l'entremonde et qui va essayer de comprendre le pourquoi du comment et comment en sortir surtout. Et donc il va y avoir cette espèce de monde entre les mondes qui fait des échanges avec plein de mondes différents et qui interagit avec eux. Je trouvais que ça fonctionnait très bien pour le mot-clé échange. Dernière catégorie, dernier objet de ce premier menu, les livres anciens avec comme mot-clé classique, bibliothèque, réécriture de contes, de mythes, etc. Voyage dans le temps, reliques et ou doré. Et là, encore une fois, j'avais pas mal de titres à vous présenter et ce n'est absolument pas exhaustif parce qu'en matière de réécriture, que ce soit de contes et de mythes, j'ai de quoi faire, mais j'ai essayé de me limiter un petit peu en la matière. Le premier que je vous recommande extrêmement chaudement, c'est D'or et d'oreiller de Flore Vesco aux éditions L'École des loisirs. Globalement, je vous recommande tous les livres de cette autrice pour cette catégorie, en tout cas toutes ses réécritures de contes, à savoir L'Estrange Malaventure de Mirella, D'or et d'oreiller et De délicieux enfants, qui sont tous absolument géniaux. Je vous ai sélectionné plus spécifiquement D'or et d'oreiller parce qu'il fonctionnait à la fois pour les mots-clés et pour la couleur dorée. On va être ici dans une réécriture de La Princesse au petit pois qui va permettre également d'aborder la question de la sexualité et notamment de la sexualité féminine avec par exemple la question de la masturbation, le tout dans un récit à destination et adapté à un public jeunesse qui peut permettre d'ouvrir le dialogue à ce niveau-là, ce que je trouve absolument formidable. Encore une fois, je ne peux que vous recommander extrêmement chaudement, et je vais répéter ça toute la vidéo, les récits de l'autrice. Et si vous avez d'ores et déjà lu D'or et d'oreiller et les autres récits de Flore Vesco, il va être adapté en bande dessinée roman graphique cet automne, donc ça va être l'occasion de le redécouvrir. J'ai vu la couverture qui est absolument magnifique et j'ai extrêmement hâte de voir ce que va donner cette adaptation. Autre réécriture féministe que je ne peux que vous recommander à 3000%, c'est la série De l'autre côté du mythe de Flora Boukri aux éditions Gulfstream avec donc Ariane, Penthesilea et Medusa. Je pense avoir préféré les deux derniers et même probablement Medusa aux autres, mais j'ai adoré globalement ces trois réécritures que j'ai trouvées hyper intéressantes, hyper pertinentes et très chouettes dans la façon dont elles étaient faites et dans les différents points de vue qu'elles présentaient. Et encore une fois, il y a un petit peu de doré sur la couverture, ce qui ne gâche rien. Toujours pour les réécritures, réinterprétations, en tout cas les choses autour des contes et la couleur dorée, encore une fois, je vous recommande bien évidemment. Et à la fin il meurt de Loulubi aux éditions Delcourt, qui est absolument magnifique et qui propose, outre quelques petites réécritures, une analyse et une réinterprétation parfois d'un certain nombre de contes très connus. L'objet livre est magnifique, le contenu est fantastique, c'est une réussite à tous les niveaux. Et le dernier livre dont je voulais vous parler pour cette catégorie est un classique pour moi, et en tout cas va aborder dans un certain sens le voyage dans le temps, c'est Roi du monde de Jean-Philippe Jaworski aux éditions des Moutons électriques, que je ne peux que vous recommander en livre audio si vous avez l'occasion. Tous les livres audio de l'auteur sont lus par Jean-Christophe Lebert, qui je trouve le fait excellemment bien. C'est de la fantaisie d'inspiration celtique avec un univers extrêmement cool, avec pas mal de scènes de batailles, de guerre, etc. assez violentes, mais d'un autre côté pas mal aussi d'intrigues politiques, de mythologie qui vont se mêler, d'un côté un peu brumeux, nébuleux et avec un temps qui n'est pas toujours linéaire et qui peut perturber un petit peu aussi la lecture. Je suis extrêmement fan de cette saga. Je suis extrêmement fan du travail de Jean-Philippe Jaworski dans son intégralité. Et encore une fois, si vous ne l'avez pas encore découvert, c'est typiquement l'occasion pour ce challenge. On va passer maintenant au deuxième menu, Light Academia, et à la première catégorie, le premier objet, la tasse, avec comme mot-clé cosy, réconfortant, doudou, joie et ou couleur crème. Le premier livre que j'ai à vous recommander pour l'occasion, c'est Magic Charlie de Audrey Alouette. Encore une fois, c'est un petit peu un des saints patrons de ce menu, donc c'est assez logique finalement, mais pour moi, Magic Charlie, c'est extrêmement doudou, c'est extrêmement réconfortant, donc ça collait très bien dans cette catégorie, de même que dans une certaine mesure Porcelaine sous les ruines d'Ada Vivalda aux éditions Olympe, qui est donc la plus ou moins romantécie de l'autrice du Thé pour les fantômes,
qui pour moi est un petit peu de la cozy romantasy. On est vraiment dans un univers assez cocon, avec beaucoup de pluie, avec des bibliothèques, avec du thé, avec ce côté fin de famille qui fonctionne très bien. Tout est pas toujours complètement doudou, mais dans l'ensemble je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal en la matière. Un autre univers que personnellement je trouve plutôt très doudou et réconfortant, c'est celui du Paris des Merveilles de Pierre Pével aux éditions Bragelonne. C'est une trilogie que j'affectionne particulièrement, un univers que je trouve hyper lumineux, hyper féerique, hyper magique, donc je trouve que ça fonctionne très très bien pour cette catégorie encore une fois. En plus de la trilogie originelle, il y a également quelques recueils de nouvelles qui sont parus dans le même univers si jamais vous voulez prolonger votre expérience en la matière, et en tout cas je prends toujours énormément de plaisir à y retourner. En ce qui concerne le graphique que je voulais vous présenter pour cette catégorie, ça va être la série Princesse Sarah de Nora Moretti à l'illustration et Audrey Alouette encore une fois au scénario. C'est une réécriture encore une fois de Princesse Sarah dans un univers steampunk qui je trouve fonctionne très bien. Je suis très fan des dessins de Nora Moretti, je suis très fan de la plume d'Audrey Alouette et c'est pour moi une saga de BD doudou par excellence. Elle commence à comporter pas mal de tomes maintenant et je sais pas trop quand est prévue la fin, mais je prends toujours beaucoup de plaisir à la suivre. Pour l'objet, la sous-catégorie fleurs, les mots-clés sont amour, amitié, happy ending et couleur pastel. Bien évidemment, je vous recommande la saga La Passe Miroir de Christelle Dabos qui est dans des couleurs pastel et avec énormément d'amour et d'amitié en tout genre, que ce soit l'amour filial, l'amour familial, l'amour romantique, énormément de types et de représentations d'amitié différentes. C'est une série absolument formidable, extrêmement originale, avec un univers foisonnant et absolument passionnant à découvrir. Je pense que je ne vous apprends rien, on a beaucoup parlé de cette saga ces dernières années et j'avais 2 graphiques à vous présenter en plus, à savoir la série Le Jardin des Fées, encore une fois de Nora Moretti au dessin et Audrey Alouette au scénario. C'est une série qui encore une fois a un univers très magique, très féerique, foisonnant, absolument magnifique. Encore une fois, je suis extrêmement fan du travail de Nora Moretti en la matière, qui va s'attacher aux faits dans une époque relativement victorienne, mais qui va également traiter de sujets beaucoup plus durs et d'actualité, typiquement en matière de santé mentale. J'aime beaucoup les représentations et globalement, encore une fois, on va parler d'amour, d'amitié avec pas mal de couleurs relativement pastel. Et le dernier titre, le dernier graphique que je vous recommande pour cette catégorie, c'est Peau de mille bêtes de Stéphane Tver, qui est probablement mon titre préféré de cet auteur que j'affectionne particulièrement au demeurant. Je pense que c'est le premier de ces titres que j'ai découvert et déjà je suis absolument fan de ses dessins et de sa mise en couleur que je trouve absolument magnifique. Ici on va être plus ou moins sur une réécriture, une réinterprétation de Peau d'âne, mais avec un parti pris résolument féministe et novateur dans le fond, dans la forme, dans la mise en page, dans la construction du récit qui sont hyper intéressants. Et avec encore une fois des représentations d'amour et d'amitié qui changent agréablement ou pas d'ailleurs, mais qui sont hyper cool à découvrir et que je ne peux encore une fois que vous recommander extrêmement chaudement. Ensuite, la troisième et dernière catégorie de ce deuxième menu, c'est les pinceaux avec comme mots-clés art, optimisme et créativité. Le premier livre, la première série que je vous recommande absolument, c'est toute la saga Ewilan de Pierre Bottero, que ce soit La Quête des Willan ou Les Mondes des Willan, tout simplement parce que l'art est la forme de magie de cet univers, donc ça colle extrêmement bien et c'est pour moi un excellent exemple de fantaisie jeunesse créative, intelligente, hyper bien écrite, juste incroyable. C'est un univers que je trouve absolument formidable et globalement pour la créativité à proprement parler, je vous recommande bien évidemment Plein Ciel de Siècle Vaillant que j'ai lu assez récemment et que j'ai absolument adoré. Encore une fois, l'univers est très original. C'est de l'excellente fantasy young adult, new adult, j'ai envie de vous dire, avec plein de thématiques hyper intéressantes et c'est assez exigeant comme lecture, mais c'est vraiment extrêmement cool. Et pour des livres avec un style d'écriture très original, un petit peu perturbant, mais encore une fois très créatif, Malou d'Ivray de Gwengoline aux éditions Le Penseur, qui d'ailleurs sort un autre titre pour cette rentrée littéraire qui a l'air très chouette également. C'est une espèce de conte un petit peu étrange, une ambiance très particulière et encore une fois un style d'écriture hyper original que j'avais beaucoup apprécié, et dans un autre style mais encore une fois avec une écriture très particulière, ici et seulement ici, de Christelle Dabos, où pour le coup on va être dans un espèce de fantastique autour du lycée et notamment du harcèlement scolaire et des choses pas forcément très cool qui peuvent s'y passer, mais fait de façon hyper créative, hyper originale, hyper inventive et encore une fois
passionnante à découvrir, de même qu'un autre récit de Timothée Le Boucher, 47 cordes. C'est le premier tome, la première partie de cette série. Le deuxième tome est a priori à paraître cette année, mais c'était déjà le cas l'an passé et je sais pas trop où on en est rendu actuellement, mais je l'attends extrêmement impatiemment. C'est un récit très créatif dans l'univers, encore une fois, puisqu'on va suivre une change-forme qui a une relation très particulière avec un jeune homme qui tient clairement du stalking, du harcèlement, et qui est un petit peu étrange à voir, mais dans la façon où celle-ci est retranscrite et dans la créativité autour du dessin de l'auteur, c'est absolument incroyable et hyper intéressant. Donc encore une fois, je vous le recommande extrêmement chaudement. On va passer maintenant à la Woke Academia et le premier objet, la balance, avec pour mots-clés égalité, antiracisme, justice, justice sociale et ou la couleur argent. Sans surprise, ma première recommandation en la matière, c'est Capitale du Nord de Claire Duvivier, puisqu'Amalia est tout simplement une des saintes patronnes de ce menu. J'ai absolument adoré cette série, j'ai absolument adoré La Tour de Garde d'une manière générale et bien évidemment Capitale du Sud de Guillaume Chamanadjian peut extrêmement bien fonctionner pour un certain nombre des catégories, typiquement pour l'entièreté du menu Light Academia, ça fonctionne extrêmement bien. Mais voilà, je ne pouvais pas ne pas vous parler de cette série, je ne pouvais pas ne pas vous parler de ce personnage qui est pour moi une référence en la matière. J'ai très hâte de continuer à suivre l'autrice dans ses parutions et je ne manquerai pas de vous en reparler. De même que Le Cycle des Secrets de Manon Fargeton, qui pour le coup est une fantaisie à destination d'un public plus young adult. Encore une fois, je vous en ai parlé très récemment, j'ai adoré les 2 premiers tomes de cette trilogie qui doit se terminer fin d'année, début d'année prochaine, il me semble. C'est de la fantaisie politique très bien construite avec ce côté d'égalité et de justice qui est globalement très présent dans le récit et très intéressant encore une fois, notamment pour le public cible. Je vous la recommande aveuglément et j'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire. Je vous recommande aussi Podum de Hubert et Zanzime pour le côté graphique de cette catégorie. C'est un livre dont on a pas mal parlé il y a quelques années à sa sortie mais qu'on voit un petit peu moins passer ces derniers temps, donc je me suis dit que c'était l'occasion de le mentionner à nouveau. Globalement, on va suivre une jeune fille qui appartient à une famille qui se trouve posséder une peau d'homme que les femmes de la famille peuvent revêtir avant d'être mariées, avant de se caser, pour finalement expérimenter la vie du point de vue d'un homme et voir un petit peu ce que ça fait. Ça va permettre de critiquer la société patriarcale qui est sensiblement la Renaissance italienne dans laquelle elles évoluent et de se rendre compte finalement des réalités de celle-ci. J'avais beaucoup aimé cette lecture que j'avais trouvée très intéressante et encore une fois, d'un point de vue égalité, d'un point de vue justice, c'est plutôt très pertinent. Pour la catégorie crayon de couleur, les mots-clés sont LGBTQIA+, handicap, représentation, couleur néon, couleur flashy, couleur vive. Encore une fois, sans surprise, Meute de Karen Renberg fait partie de mes recommandations puisque Val est une des références pour ce menu. C'est une lecture qui n'est pas forcément facile d'accès de prime abord puisque c'est écrit à la 2e personne du singulier, ce qui n'est pas forcément le plus fréquent en matière de roman. Mais c'est un récit qui est très étonnamment doudou malgré l'univers qui est assez sombre. On va avoir plein de représentations en termes de handicap, en termes de personnages de la communauté LGBTQIA+, etc. C'est un livre que j'ai absolument adoré, qui a globalement de très bons retours et sur lequel je vous recommande encore une fois de vous pencher, de même que Les Sœurs Hiver de Jolane Bertrand, un livre qui pour le coup est plutôt à destination d'un public jeunesse. Ça va être une espèce de conte. Alors effectivement, comme son titre et sa couverture l'indiquent, on est plutôt sur une lecture hivernale, mais si vous voulez la faire pour la fin du challenge, courant novembre, ça passe crème. Et c'est très mignon, c'est très doudou encore une fois, avec des représentations très chouettes, notamment autour de la transidentité et de la santé mentale, ce qui est toujours très intéressant à mon sens pour un public jeunesse. J'ai un autre des romans de cet auteur dans ma pile à lire cette année et j'ai extrêmement hâte de voir ce que ça donne. Et le dernier livre, la dernière série dont je voulais vous parler pour cette sous-catégorie, c'est Arcana, la saga de bande dessinée de Serena Blasco, que déjà je trouve absolument magnifique en termes de graphisme, mais qui encore une fois permet pas mal de représentations différentes en termes de handicap, en termes de santé mentale, en termes de personnages LGBT, en termes de représentation au sens large. C'est une série qui est extrêmement riche, ce sont des bonnes grosses bandes dessinées qui font parfois plus de 80 à 100 pages, qui sont encore une fois très joliment dessinées et avec un univers très foisonnant autour du tarot que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir. La troisième et dernière catégorie de ce troisième menu, c'est le fauteuil confortable avec comme mots-clés foyer, regroupement et
communauté. Le premier livre que je vous recommande, c'est Les Illusions de Savoir de Manon Fargeton, encore une fois. Pour le coup, on est dans de la fantasy adulte, au contraire de son autre série. C'est un univers qu'encore une fois, j'ai beaucoup aimé, où il va être question de magie et notamment de sa pratique différente en fonction de son genre, puisqu'elle ne se manifeste pas de la même façon pour les femmes et pour les hommes, ce qui va conduire à un certain nombre de conflits en la matière. C'est un roman relativement choral globalement, où on va suivre un panel assez large de personnages qui n'ont pas grand chose à voir initialement, mais qui vont progressivement se rassembler et on va voir ce côté un petit peu fin de famille que j'ai trouvé très bien réussi, de même que l'aspect communauté. Je vous en parlais un petit peu plus tôt, mais bien évidemment j'ai casé Capitale du Sud de Guillaume Chamanadjian dans cette catégorie, encore une fois pour le côté foyer, communauté, fin de famille. Je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Cette trilogie a pour moi un côté beaucoup plus doudou que ne peut l'avoir Capitale du Nord, qui peut être un petit peu plus froid. Cela étant dit, encore une fois, j'ai adoré cette double trilogie de La Tour de Garde de bout en bout et je ne peux bien évidemment que vous la recommander. Je vous recommande également extrêmement chaudement Trois battements, un silence de Anne Fakouri aux éditions Argile, qui est ici une réécriture de La légende de la fée Mélusine que j'ai trouvé absolument géniale, dans une ambiance un petit peu brumeuse, féerique, pas toujours extrêmement claire mais extrêmement retranscrite, portée par une plume magnifique, et où il va être question encore une fois d'un espèce de regroupement de briques et de broc. Je sais pas si on peut vraiment parler de fin de famille, mais en tout cas voilà, cette question du groupe et du foyer va être relativement centrale dans le récit, et encore une fois j'ai absolument adoré ma lecture. J'ai le clairvoyage de l'autrice dans ma pile à lire du challenge et j'ai extrêmement hâte de le découvrir. En matière de graphique, je vous recommande Trois ombres de Cyril Pedrosa, qui encore une fois est un auteur de BD que j'affectionne particulièrement, qui fait toujours un travail absolument magnifique. J'aime beaucoup son trait, j'aime beaucoup ses mises en couleur et j'aime beaucoup ses histoires. Celle-ci est probablement une des plus sombres de l'auteur que j'ai lu, mais encore une fois, la question du foyer, de la famille va être assez centrale dans le récit et très intelligemment traitée, je trouve, avec cette espèce de mystère autour de ces trois ombres et de tout ce que ça va impliquer. J'ai adoré ma lecture, encore une fois, je suis cet auteur et ses parutions avec énormément de plaisir. Et on arrive enfin au dernier menu, Green Academia, école buissonnière, avec le premier objet herbier pour lequel les mots-clés sont nature, forêt, apprentissage, animaux, alchimie, insectes et ou la couleur verte. Bien évidemment, je vous recommande Elana de Pierre Bottero, qui est le pendant des Willan, qui est encore une fois une des saintes patronnes de cette académie, qui est un personnage que je trouve absolument fabuleux dans un univers que j'adore, et c'est clairement ma série préférée de l'auteur. Si vous ne connaissez pas encore Elana, foncez, ça se lit extrêmement bien et c'est absolument formidable. Pour l'aspect plus animaux, nature, même s'il y a un petit peu cette question des réécritures de contes et des romans épistolaires, Animal de Victor Dixon et notamment le premier tome, puisqu'on va s'attacher à une réécriture de Boucle d'Or que personnellement j'ai beaucoup aimé. Je sais que le style et la construction du récit en a dérouté plus d'un, parce qu'encore une fois c'est un récit épistolaire et c'est assez lent du coup dans le genre, mais j'avais vraiment beaucoup aimé cette réécriture que j'ai lue il y a plusieurs années maintenant. C'est pas du tout le livre de l'auteur dont on parle le plus, mais je pense que c'est parmi un de mes préférés et j'avais vraiment beaucoup apprécié cette ambiance. En matière de graphique, je vous recommande la série Bergère guerrière de Amélie Fléché et Jonathan Garnier, qu'encore une fois je trouve magnifique en termes de dessin, qui est plutôt à destination d'un public jeunesse pour le coup. On va être dans un univers de fantasy où les hommes sont partis à la guerre, il ne reste que les femmes qui ont organisé tant bien que mal la défense de leur clan avec les bergères guerrières, qui sont un ordre d'élite auquel le personnage principal féminin a très hâte d'appartenir, et on va suivre un petit peu son apprentissage en la matière. C'était très mignon, c'était très beau, c'était très intéressant à plein de niveaux, et vraiment c'est une série de bande dessinée que je vous recommande chaudement. Pour le globe terrestre, les mots-clés sont voyage et notamment science-fiction, voyage maritime, voyage initiatique, moyens de transport et ou colonialisme, anticolonialisme, colonisation, etc. Encore une fois, sans surprise, je vous recommande La dernière geste de Morgan of Glencoe. Pour le côté voyage initiatique, ça dépend un petit peu des tomes dans lesquels vous êtes rendu. Encore une fois, le personnage de Yuri fait figure d'exemple dans ce menu dans son intégralité, donc cette série peut très bien fonctionner pour n'importe laquelle des catégories de ce menu, mais je l'ai calé ici à l'occasion. C'est une série que j'affectionne particulièrement pour son univers, pour ses personnages, pour la révolution, et j'attends la suite avec grande impatience. J'ai sélectionné pour le coup deux graphiques, tous les deux de Mathieu Bablé, et encore une fois,
j'aurais pu vous présenter cet auteur de bande dessinée dans un certain nombre d'autres catégories de ce challenge, mais pour le coup je me suis concentrée sur ces récits de science-fiction et notamment Shangri-La et Carbone et Silicium, qui sont je pense mes deux récits préférés de l'auteur, qui sont très durs en la matière, qui abordent deux pans de SF très différents, d'un côté l'intelligence artificielle et de l'autre le voyage spatial d'une certaine façon, qui, voilà, encore une fois, sont pas forcément faciles, qui traitent de sujets pas forcément faciles, mais qui sont absolument passionnants et durs de façon importante et intéressante. C'est pourquoi je ne peux que vous les recommander. Je vous recommande encore une fois un autre Jean-Philippe Jaworski, à savoir la saga Le Chevalier des Épines, pour laquelle, si vous voulez ne pas trop être spoilé, il vaut mieux lire Gagner la guerre et globalement tout le corpus de texte autour de l'univers de Léomance, qui est assez vaste mais hyper intéressant. Globalement, dans Le Chevalier aux épines, on va être dans un espèce de récit de chevalerie où on va suivre un chevalier un petit peu particulier. Il y a un petit côté féerique, il y a un petit côté voyage initiatique, des choses qui sont pas toujours extrêmement claires, mais hyper intéressantes à découvrir encore une fois. Et en livre audio, c'est absolument formidable. Et on termine enfin cette vidéo recommandation avec le dernier objet de ce dernier menu, Feu de camp, où les mots-clés sont légende, conte et ou tradition orale. Encore une fois, ce sont des recommandations loin d'être exhaustives parce que j'aurais encore pu vous en remettre une couche en la matière. Mais on va s'arrêter là pour cette vidéo déjà bien foisonnante. Le premier, bien évidemment, je vous en ai déjà un tout petit peu parlé, c'est De délicieux enfants de Flore Vesco, qui est une réécriture du Petit Poucet que j'ai trouvé absolument incroyable, porté par la plume de l'autrice que j'affectionne particulièrement et où on a ce côté tradition orale qui ressort vraiment, et c'est un roman choral un petit peu particulier en la matière où on va voir vraiment les différents points de vue qui interagissent et qui racontent leur histoire. Encore une fois, c'est un roman qui peut correspondre à énormément de catégories de ce challenge, mais que je ne peux que vous recommander de découvrir si ce n'est pas encore le cas, de même que Les Sentiers des Astres de Stéphane Fère aux éditions Les Moutons Électriques. Encore une fois, c'est une excellente saga de fantasy. Il y a pas mal de voyages et de voyages maritimes dans l'histoire. C'est typiquement une série qui aurait également fonctionné pour la catégorie précédente, mais j'ai voulu me concentrer sur l'aspect tradition orale parce que globalement, chacun des tomes va avoir une mise en abîme un petit peu différente où, outre le narrateur, le barde de l'expédition, d'autres personnages vont venir raconter leur histoire, vont venir donner leur point de vue, et on a vraiment ce côté récit au coin du feu et tradition orale que j'affectionne particulièrement. Encore une fois, les audiobooks sont absolument incroyables si vous voulez rester encore plus dans ce côté tradition orale. Et pour l'aspect plus conte, je vous recommande la saga Maléfice de Sanoé et Elsa Bordier en 2 tomes pour l'instant, il me semble, qui a vraiment ce côté conte dans la fantaisie, surtout dans le premier tome, porté par les dessins absolument magnifiques de Sanoé, je l'ai pas précisé je crois, mais c'est une bande dessinée, c'est un graphique et c'est vraiment une très chouette histoire, un conte moderne, inclusif, qui fait plaisir à lire, qui fait plaisir à voir et qui change agréablement des classiques. Ma dernière recommandation en la matière, et encore une fois qui change un petit peu des classiques, c'est Morgane de Stéphane Fère, qui doit être une des premières parutions de l'auteur il me semble, qui va ici réinterpréter la légende arthurienne autour du personnage de Morgane, un personnage que j'aime beaucoup, dont je découvre les différentes interprétations avec plaisir, et celle-ci n'a pas fait exception. Encore une fois, j'aime beaucoup le style de Stéphane Fère, que ce soit en dessin ou en narration, et j'ai pris énormément de plaisir dans ce récit. Et voilà, c'en est tout pour cette énorme vidéo recommandation. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des titres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, si vous avez d'autres recommandations à faire en la matière, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Ce sera très profitable à toutes celles et ceux qui cherchent éventuellement de l'inspiration pour leur Cocorico Challenge ou pour leur lecture d'imaginaire francophone d'une manière générale, puisque comme je le disais, cette vidéo reste valable toute l'année. Ce sont pour moi d'excellentes références en matière d'imaginaire francophone. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci énormément pour votre enthousiasme, votre engouement, tous vos partages autour du Cocorico Challenge. Ça me fait extrêmement plaisir. Avec Lucie, on est vraiment ravis de voir que ce qu'on vous a préparé cette année vous plaît autant. Merci d'avoir été aussi nombreux et nombreuses au live de lancement qui a eu lieu hier sur la chaîne de Lucie. Je vous remets le replay en barre d'infos si vous n'avez pas pu y assister. Je vous remercie encore une fois énormément pour tout ça. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures, un formidable Cocorico Challenge, et je vous dis à la prochaine!